Hey. Salut les filles, aujourd'hui je voulais vous parler de notre parcours PMA pour faire suite à la série de vidéos sur les essais bébés dont je vous ai parlé récemment. Donc pour recontextualiser, je voulais vous rappeler donc que dès le premier mois d'essai, j'avais eu un premier rendez-vous gynécologique où j'avais fait donc un bilan sanguin pour voir si j'avais pas eu la toxoplasmose, la rubéole, etc., etc. J'avais eu un second rendez-vous gynécologique au bout du 8e mois d'essai. Et c'est là où j'avais eu la fameuse gynécologue exécrable. Et donc après ces rendez-vous-là, j'étais un petit peu saoulée, j'avais l'impression que rien n'avançait, donc j'avais décidé de plus trop m'intéresser à cet aspect gynécologique parce que je me disais de toute façon personne ne veut m'aider. Et puis au bout d'un an d'essai, finalement, mon chéri et moi on s'est décidé, on s'est dit peu importe, même si les gynécologues n'étaient pas assez avancés pour comprendre que des jeunes pouvaient avoir envie d'avoir des enfants et que eux aussi pouvaient avoir des problèmes d'infertilité, on a décidé de nous-mêmes d'appeler un centre PMA de notre région. Donc pour celles qui se demandent si on peut, enfin comment on fait pour aller en PMA, nous ça a été très simple. On a cherché sur internet le centre PMA le plus proche et on les a appelés pour prendre un rendez-vous. On n'avait pas besoin d'être recommandé par un professionnel de la santé. On a pu le faire de nous-mêmes. Sachant quand même que la condition pour être accepté en PMA, c'est d'avoir eu au moins 2 années de vie commune dans notre couple. Donc nous, on remplissait cette condition et on était paxés, donc de toute façon, on pouvait avoir la preuve par un document. Donc ce qu'on a décidé de faire, j'ai décidé d'appeler le centre PMA à la date de notre Pax. Il me semble que c'était le 20 décembre. J'ai essayé de les appeler. Et puis, ils nous avaient fixé un rendez-vous en janvier. Donc ce rendez-vous, donc du coup il arrivait assez vite, donc moi je m'attendais à ce que ce soit dans 6 mois puisque tout le monde me disait qu'on mettait vraiment beaucoup de temps avant d'avoir un premier rendez-vous en PMA. Et finalement à quelques jours de ce rendez-vous, je me suis défilée. En fait j'arrivais pas à me dire je vais y aller, je vais pouvoir faire semblant que tout va bien, faire semblant que le premier rendez-vous que j'avais eu avec cette gynécologue ne m'avait pas affectée. Enfin c'était trop de pression pour moi et finalement j'ai décidé de me défiler. Par la suite, vous verrez pourquoi j'ai beaucoup regretté d'avoir annulé ce rendez-vous. Parce que j'ai perdu du temps. En fait, c'est tout ce que j'ai gagné, c'est de perdre du temps. Donc, en attendant, je m'étais dit, bon, peut-être que j'aurais la chance d'avoir une grossesse naturelle. Je disais beaucoup de témoignages selon lesquels des personnes étaient tombées enceintes après 1 an et demi d'essai et sans raison apparente, comme ça, elles sont tombées enceintes, elles n'ont pas eu de fausse couche, elles ont eu de très belles grossesses. Donc, je m'étais dit, pourquoi pas nous? Donc, on a attendu un petit peu. Et puis je me suis dit, bon, quand bien même bébé pourrait venir tout seul, ça ne nous coûterait rien de voir des spécialistes pour répondre à toutes nos questions. Donc j'ai rappelé le centre PMA en fin mars et je n'ai pu avoir un rendez-vous qu'en juin. Donc finalement, la première fois, j'étais très bien tombée avec mon rendez-vous au bout d'un mois. Là, j'ai dû attendre plusieurs mois avant d'avoir un rendez-vous. Mais bon, sachant déjà que nous, on n'avait fait aucun examen, si ce n'est le premier examen que j'avais fait avec la toute première gynécologue que j'avais vue, c'est-à-dire le bilan de sérologie, savoir si jamais j'avais la toxoplasmose, la rubéole, le VIH, etc. etc. Donc, on partait finalement un peu les mains vides. Donc, je vais vous raconter comment s'est passé notre premier rendez-vous PMA. Donc, tout d'abord, on nous demande d'arriver à peu près 15 minutes en avance pour remplir un dossier. Donc ce dossier-là, c'était vraiment quelque chose de très basique. On nous demandait est-ce qu'on a déjà eu des relations sexuelles fécondantes, donc est-ce qu'on est déjà tombé enceinte ou est-ce qu'on a déjà réussi à mettre quelqu'un enceinte, est-ce qu'on a des maladies particulières, est-ce qu'on a déjà avorté, enfin ce genre de choses, pour mieux nous connaître. Et il me semble que c'était un moyen de préétablir notre dossier PMA. Donc on a enfin été reçus par la gynécologue qui s'occuperait de nous. Après plusieurs minutes d'attente, on connaît. Donc voilà. En fait, bon, je lui ai expliqué. Elle nous a demandé de nous présenter. La première des choses qu'elle nous a dit, c'est présentez-moi votre parcours et expliquez-moi pourquoi vous êtes ici. Donc je lui ai expliqué, l'épisode précédent avec la gynécologue, pourquoi on n'arrivait pas, on n'en savait rien et on avait vraiment besoin d'avoir des réponses à nos questions. Je suis venue de moi-même sur le problème du poids. Je lui disais que c'était justement le gros souci qu'on a eu avec la gynécologue d'avant, c'est que pour elle, le problème était forcément mon poids.
Donc elle m'a dit, bon, le problème n'est pas forcément votre poids, mais je vous conseille tout de même de perdre du poids parce que de toute façon, avec la FIV, enfin si jamais vous allez en FIV, si jamais vous devez faire des stimulations, votre taux d'hormones va beaucoup augmenter et ça peut vous faire grossir. C'est pas rare de voir des femmes grossir ou avoir ne serait-ce que le ventre gonflé. Donc perdre du poids maintenant, c'était gagner beaucoup de temps pour plus tard. Et c'était pas plus mal parce que c'était meilleur pour notre santé. Donc elle nous l'a dit vraiment dans un côté médical et ça m'a fait pas mal de bien de pas me sentir scrutée, de vraiment me sentir comme une patiente dans un cabinet. Voilà. Donc ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a demandé aussi à mon chéri s'il fumait. Il lui a dit qu'il fumait. Donc elle lui a demandé d'arrêter carrément la cigarette parce que ça pouvait être vraiment nocif et attaquer la spermatogénèse, donc vraiment anéantir la qualité de ses spermatozoïdes. Et donc en attendant, elle nous a dit de reprendre rendez-vous avec elle quand on aura fait des examens qu'elle nous a prescrits. Donc moi, je devais faire une hystérosalpingographie, un bilan hormonal, un bilan sanguin et mon chéri devait faire un spermogramme. Donc on avait donc le premier rendez-vous qu'on a eu était en juin, je le rappelle, on avait jusqu'au 25 septembre 2018. Donc en fait, on avait que quelques mois, en fait on avait l'été. On avait moins de 4 mois pour faire les examens. Donc ce qu'on a fait, c'est que, comme elle m'a dit, vous êtes pile dans la bonne période pour faire l'hystérosalpingographie, vous devriez la faire 2-3 jours, vous devriez appeler après le rendez-vous pour prendre, après notre rendez-vous pour prendre rendez-vous justement avec le centre pour faire l'hystérosalpingographie, parce que ça tombe pile poil dans vos jours. Donc c'est ce que j'ai fait, presque une semaine après, même un peu moins, je vous dirais 5 jours après notre premier rendez-vous PMA, j'ai fait directement l'examen de l'hystérosalpingographie. En fait, c'est la radio des trompes. Ce qu'ils font, c'est qu'ils vous introduisent un produit dans l'utérus pour voir si ce produit circule bien dans toutes vos trompes. Donc pour voir s'il n'y en a aucune qui est bouchée ou s'il n'y a pas un problème dans votre utérus qui fait que que les liquides qui rentrent dans votre corps ne passent pas partout. Donc moi j'ai fait l'examen. Il y a certaines femmes qui se demandent si ça fait mal. Honnêtement, ça dépend de si vous avez des règles douloureuses ou pas, parce que moi j'ai ressenti exactement, mais vraiment exactement la même sensation que lorsque j'ai mes règles. Sachant que j'ai des règles assez douloureuses, c'est comme si on vous plongeait en plein milieu de votre cycle directement sans transition, quoi. Vous avez l'impression d'être bim dans votre jour le plus abondant de vos règles. C'était l'impression que j'ai eue. Donc, comme je vous ai dit, j'ai les règles douloureuses, mais pourtant ça m'a pas fait si mal. Ce qui m'a fait le plus bizarre, c'était d'être surprise, d'avoir l'impression... on a cette sensation de désagréable de règles d'un coup en fait, on n'a pas de transition. Donc c'est surtout ça, mais honnêtement ça fait pas mal, sachant que comme je vous ai dit, je suis douillette, donc voilà, si ça peut vous rassurer, ça m'a pas fait mal. Donc voilà, j'ai fait ce fameux examen que je redoutais, mais finalement qui était très positif, puisqu'on m'a dit que mon utérus était normal, donc antéversé, antéfléchi. J'avais un endomètre de taille normale aussi, ce que je ne pensais pas. Je pensais que j'avais peut-être de l'endométriose, mais finalement non, je ne suis pas concernée par cette maladie. Donc, sachant qu'on avait jusqu'à septembre pour faire les examens, j'ai d'abord fait l'hystérosalpingographie d'abord, et ensuite on s'est laissé un peu de temps, parce que je voulais l'accompagner pour faire son spermogramme, et en même temps en profiter pour faire mon bilan hormonal, plus mon bilan sanguin. Comment vous dire, je pense que les femmes qui sont en PMA connaissent ce fameux épisode. Le premier spermogramme à faire, c'est tout un combat. Il n'était pas très motivé pour le faire. Mais plus la date de septembre approchait, et plus il se disait, bon, il faut bien le faire. Hein. Et donc on l'a fait en août. On a fait, donc lui il a fait son spermogramme en août. Le 10 août, son spermogramme. Et moi j'ai fait bilan hormonal et bilan sanguin. Donc pour pas vous dire de bêtises, je vais les garder sous la main. Donc moi le bilan sanguin il a été demandé parce que je fais de l'anémie et on voulait savoir si c'était toujours le cas. En fait je fais toujours une anémie très très légère, par exemple je suis à 0,2 en dessous des taux normaux. Donc là c'était exactement ce qu'il y avait, hein. J'étais pas à une anémie énorme mais elle était toujours présente. Donc c'est à dire que j'ai une carence en fer, mon corps a du mal à stocker le fer. Mais sinon à part ça je n'avais aucun point négatif. Si ce n'est, bon je suis dans les taux, hein. Mais je trouve que j'ai un taux d'AMH bas. Donc l'AMH, c'est la mesure de votre réserve ovarienne. Normalement, il faut un taux compris entre 1,8
et 7,29 NG, excusez-moi. Donc comme je vous disais, moi je suis à 2,6, donc je trouve que le taux n'est pas énorme. Mais d'après, plus tard, la gynécologue m'a dit que ce n'était pas du tout grave. Enfin, c'était un taux qui ne posait pas de problème pour une fécondation. Donc voilà. Maintenant, on s'est concentré donc sur le spermogramme qu'on a reçu après. Donc pour le bilan hormonal et le bilan sanguin, on l'a reçu presque 1 heure après. Enfin, on l'a reçu vraiment rapidement. Mais pour le spermogramme, il fallait compter 5 jours à peu près pour le recevoir, puisqu'ils font des analyses plus poussées que le bilan hormonal. Et en fait, on s'est rendu compte que mon chéri était OATS, donc ça veut dire qu'il était oligo-asténo-tératospermique. Donc, si jamais vous vous demandez ce que c'est, vous pourrez chercher sur internet, parce qu'il y a de très très bonnes explications scientifiques, biologiques, etc. etc. Mais pour ce que j'en sais, c'était un problème qui faisait qu'on était obligé de passer par la PMA pour avoir une fécondation. Pour pouvoir avoir une fécondation, on pouvait espérer quand même que je tombe enceinte naturellement, mais en réalité on aurait très très peu de chances par cycle, sachant un couple moyen, un couple classique a à peu près 20% de chances par cycle d'avoir une bonne nouvelle, mais nous on tombait plus dans les coups de je veux pas dire de bêtises, mais je regardais un petit peu sur internet, c'était vraiment un taux presque quasi inexistant, puisque le problème de mon chéri, c'est que les spermatozoïdes n'étaient pas assez nombreux et n'étaient pas assez bien formés pour pouvoir creuser l'ovule. Donc, on a attendu impatiemment le rendez-vous de septembre. En septembre, on a vu la gynécologue qui nous a bien confirmé que c'était un problème qui nécessitait de toute façon une intervention en PMA. Qu'il fallait d'emblée, pour l'instant dans un coin de notre tête, nous dire qu'il est très probable qu'on ait à zapper la case insémination artificielle et qu'on passerait directement par la FIV ICSI. Donc je ne sais pas si on dit ICSI ou ICSI, mais moi je dis ICSI, bon bref. Donc la FIV ICSI, c'est à la différence de la FIV classique. Donc la FIV classique, pour vous schématiser, on prend une ovule comme ça et on met, 4 spermatozoïdes, exemple, hein. Et on les laisse ensemble pour que les 4 spermatozoïdes fassent comme dans la nature, se mettent en compétition, je sais pas, et arrivent à creuser d'eux-mêmes l'ovule. Donc il y en a au moins un qui arrive à creuser de lui-même l'ovule. Là, quand c'est la FIV ICSI, on insère directement un spermatozoïde présélectionné dans l'ovule. Donc là, on n'a plus de compétition, on n'a plus tout ça. On le met directement dans l'ovule pour créer finalement l'embryon à implanter plus tard. Donc elle me disait, bon, c'est un peu un scénario catastrophe, parce que c'est-à-dire que vous laissez tomber les inséminations artificielles et vous passez directement dans le vif du sujet. Moi, je m'étais déjà préparée, puisque j'avais pu échanger avec des PMED qui me disaient qu'en général, c'était comme ça que ça se passait quand on avait un chéri OATS. Donc, j'étais pas tant surprise que ça. Après, elle nous a juste demandé, bon, est-ce que j'ai respecté la perte de poids qu'elle m'avait demandé. J'avais réussi à perdre 5 kilos, donc c'était pas mal. Et du côté de mon chéri, il avait arrêté de fumer dès qu'il a eu les résultats du spermogramme. Parce qu'il avait arrêté progressivement, mais là, dès qu'il a eu le spermogramme, pour lui, c'était choquant de voir ce que la cigarette pouvait faire. Donc il a arrêté définitivement. Et il n'a pas repris depuis, donc je suis très fière de lui. Et donc ce qu'elle a fait, c'est qu'elle nous a dit, là maintenant, moi j'ai fait tout ce que j'avais à faire avec vous. Je vous prescris d'autres examens, mais ce sera plus avec moi qu'il faudra prendre rendez-vous. Le prochain rendez-vous que vous aurez, ce sera avec le biologiste du centre. Donc elle nous a demandé de faire, de prévoir d'abord les documents administratifs, donc le certificat de vie commune, donc nous ce sera notre PAX, une photocopie de notre pièce d'identité à tous les deux, et ensuite pour les examens qu'il fallait faire à nouveau, il fallait que je fasse un bilan sanguin, mais cette fois des sérologies, comme j'avais fait au tout premier mois de mes essais bébés, donc pour la toxoplasmose, VIH, etc. Et mon chéri devait refaire donc son spermogramme. Alors ce que je ne vous ai pas expliqué, c'est que comme il l'a fait en juin, pour que les résultats soient concluants, et donc c'est-à-dire qu'on ait confiance aux résultats qui ont déjà été faits, il faut les refaire, il faut refaire un spermogramme 3 mois après. Comme ça, soit il confirme, soit il infirme le premier spermogramme. Et comme ça, on sait si c'est la FIV qu'il faut ou si c'est les inséminations artificielles qui suffiront. Donc là, mon chéri a à refaire un spermogramme en novembre. Donc, moi, je fais le bilan sanguin. Je fais
un cariotype. Donc lui aussi doit faire un cariotype. Le cariotype, c'est un examen où on analyse nos chromosomes, me semble-t-il. Donc pour l'instant, je ne l'ai pas encore fait, donc je ne pourrais pas vous confirmer. Mais c'est des examens à faire avant mi-novembre. Parce que mi-novembre, ce qui va se passer, c'est qu'on aura rendez-vous avec le biologiste du centre. Tout d'abord, elle nous a expliqué qu'il y aura une première réunion d'information avec d'autres couples en PMA qui vont devoir peut-être passer par la FIV. Et ensuite, il y aura des rendez-vous individuels par couple avec le biologiste qui nous dira en fonction des résultats qu'on a eus si vraiment c'est la FIV qu'il faut garder, enfin si c'est la FIV ICSI, si ce sera les inséminations, si ce sera la FIV classique. Et voilà, donc c'est lui qui nous donnera toutes ces réponses. Donc finalement, on sera fixé mi-novembre. Mi-novembre, on sera fixé. Donc on est super impatient. Pour l'instant, ce sera, on va dire, la vidéo numéro 1. Je pense qu'il y en aura une deuxième, du coup, après ce fameux rendez-vous avec le biologiste, pour vous expliquer comment ça s'est passé et ce qui a été retenu. Donc, je pense que je vous ferai une vidéo peut-être en décembre pour vous en parler. En attendant, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. J'espère que pour les femmes qui sont en parcours PMA ou celles qui pensent, qui songent à contacter la PMA, ça vous aidera à y voir plus clair. Donc, comme dit, hein, vous pouvez me contacter sur Instagram, essayer de m'envoyer des messages, je vous répondrai tout le temps si jamais vous avez des questions. Et vous pouvez me demander aussi de faire des vidéos en fonction de sujets qui vous plairaient. Donc là, je savais que la PMA, c'était le plus attendu parce qu'il y a beaucoup de filles qui me demandaient voilà, comment on fait ci, est-ce que l'hysterosalpingographie, ça fait mal, comment se passe la prise en charge à 100% de la sécu. Pour l'instant, je suis pas encore dedans pour la prise en charge de la sécu, mais je vous ferai une vidéo pour vous expliquer tout ça. Voilà, je vais vous laisser. Je vous souhaite une très très bonne journée. Salut!